Chers internautes, bonjour, bienvenue. Comme promis, chaque jour, nous sommes dans cette émission Lecture politique pour vous faire part de ce qui se passe dans le pays avec des spécialistes dans ce domaine. Alors, décès de Chéribé Okende jusqu'à aujourd'hui, ça fait couler d'encre et salive. Beaucoup de spéculations de part et d'autre. On va voir avec notre invité et nous parlerons également des Jeux de la francophonie, où nous en sommes, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui doit être fait avant. Nous sommes dans quelques jours. C'est pour cela que je reçois pour vous M. Pascal Ondje. Bonjour. Bonjour Pierre. Alors, Chéribé Okende est parti. On ne vous a pas entendu très bavard à ces sujets, M. Pascal. Moi, je suis intervenu. Merci d'abord pour l'invitation. Je suis intervenu. Mon nom vous dit quelque chose d'abord. Je me nomme Ondje. Lui, c'est Okende. Les OO. Donc, nous sommes du même coin. Nous sommes de la même famille. Et ça a blessé lorsque j'ai appris l'information. Je dois vous dire que j'ai été parmi des gens qui ont amené le corps jusqu'à la mort. Oh là là. Alors, voir dans les conditions qu'il a été, en tout cas, assassiné, ça m'a beaucoup choqué, en toute réalité. C'est un grand frère qui m'a beaucoup accompagné, avec qui nous avons depuis longtemps travaillé. On a été à l'opposition dans les conditions difficiles, nous tous. Et finalement, on va se retrouver au gouvernement, lui ministre, moi conseiller du vice-premier ministre à l'intérieur. De temps en temps, on a été ensemble, on a partagé les expériences de la vie, on a voyagé, on a fait tout ensemble. Alors, lorsque j'ai appris cette nouvelle, lorsque je l'ai vu dans cet état déjà là, ça a affecté mon moral. J'ai préféré prendre quelques réserves, mais il faut donner un avis. J'entends, vous-même vous aviez d'ailleurs dit qu'il y a beaucoup de spéculations. Il ne faudrait pas que lorsqu'on analyse des cas comme celui-là, on fasse trop de spéculations. Justement. Il faut à un certain moment être orienté par la raison de manière à aider la société. Il ne faudrait pas vouloir accuser les gens bêtement et gratuitement comme ça, parce qu'il faut relier les cas de chez Béa à Chéribin. Bon, là, ce n'est pas une bonne chose. Mais le fait vrai tel que, à ce jour, le ministère de l'Intérieur se reprocherait de quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est un secteur, à travers ses services, censé sécuriser les personnes et leurs biens. Ici, je vais citer la police nationale, les services d'intelligence. Ces services sont, en toute réalité, appelés à sécuriser les personnes, les Congolais et leurs biens. Pas seulement les Congolais, les personnes vivant en République démocratique du Congo. Mais lorsque un quelconque citoyen, n'importe qui, connaît des violences, connaît un tel cas, ça veut dire qu'il n'a pas été sécurisé par ces services du ministère de l'Intérieur. Ça veut dire les services de l'État. De ce point de vue, le ministère a failli. Celui qui est assassiné, c'est un député national. En fonction. En fonction. Je pense, de mon point de vue, que ses pairs allaient être les premiers à avoir la version de l'État sur cet assassinat. Le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, irait à l'Assemblée nationale. Je pense qu'ils sont en vacances, mais le bureau est fonctionnel. Expliquer la version de l'État sur cet assassinat. C'est de cette manière que les choses se feraient d'abord ce côté-là. Mais l'autre côté, les enquêtes, comme elles se font aujourd'hui, devraient maintenant être correctement faites pour donner une version vraie, officielle, à la nation, à sa famille biologique, à sa famille élargie, pour qu'on comprenne dans quelles circonstances Chéribé Okende a été assassiné. À ce stade, je pense, les services, sinon les enquêtes sont en cours. J'entends les uns et les autres faire appel aux experts internationaux pour appuyer les enquêteurs sur place ici, de manière à donner la version qui sera la plus officielle pour tout le monde. Alors, de là
entendre les gens aller dans tous les sens et s'entrecuser, je me dis que ce n'est pas très sérieux parce que tout ce qu'on dit, c'est de la spéculation. Il est vrai aussi, quand il faut analyser, à ce jour, en toute réalité, je vois la Cour constitutionnelle, les deux parkings, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Le nombre de gens qui est là, à tout temps pratiquement, vous arrivez à 19h, vous arrivez à 20h, là vous ne pouvez pas avoir peur parce qu'il y a toujours beaucoup de gens. Nous avons entendu, parce que là j'analyse, la version de son garde qui a dit qu'ils sont arrivés effectivement à la Cour constitutionnelle. À quelle heure? J'imagine c'est à 15h, 16h moins, parce qu'il est entré, on a signé, l'acte posé c'est à 16h02. Et lui-même dit, il n'a fait que 10 minutes, ça veut dire qu'il est entré à 15h50, probablement. À 15h, là, c'est l'heure où beaucoup aussi sortent. Il y a un mouvement des véhicules qui bougent parce que les uns doivent rentrer à la maison, les autres rentrent, ainsi de suite. À l'extérieur, au parking de dehors, là, venir violenter quelqu'un, enlever quelqu'un, sans que on ne soit ne fût-ce qu'à mesure de prendre une photo. Et vous savez, actuellement, tout geste est filmé. Et c'est là où je me dis, cette version ne semble pas me convaincre totalement. Parce que j'aurais voulu, j'aurais accepté que, ne fût-ce qu'un petit film, ne fût-ce qu'une petite photo, allait illustrer effectivement qu'il était là. Est-ce qu'il y a eu un plan? Qu'est-ce qu'on a pensé réaliser comme forfait? Tout ça. Alors, à ce moment-là, je ne saurais pas avancer dans ce stade-là, mais simplement à avoir entendu le garde. C'est comme ça que je me permets de faire cette analyse, simplement parce que je ne comprends pas, à cette heure-là, à 15h, heure de pointe, où les gens sortent de leur bureau, on ne soit pas en mesure d'avoir une photo si réellement il a été attaqué au niveau du parking de l'extérieur de la Cour constitutionnelle. Alors, autre souci, M. Pascal, c'est aussi nous, les journalistes, et vous, les analystes, parce qu'il semble que déjà, à 14h, il y a un confrère qui avait tweeté annonçant que Chérubin Okende est déjà enlevé, alors que, vous l'avez dit, l'accusé de réception dont les gardes étaient allés déposer la lettre, c'est à 16h02. On suppose que probablement c'est à la sortie de ces gardes que c'est lui qui pouvait annoncer aux gens que je n'ai pas vu mon maître, que nous sommes venus avec. Mais comment pouvez-vous justifier, comment vous comprenez que déjà à 14h, un des confrères va tweeter pour dire qu'il est enlevé? Est-ce que la précipitation, est-ce qu'il serait, est-ce que ça n'inquiète pas un peu cette façon de faire, nous journalistes, M. Pascal? La première des choses, c'est que lorsque le garde sort maintenant de la cour et qu'il constate que son chef n'est pas là, je ne sais pas ce qu'il a fait, il devrait directement d'abord informer la garde qui était là. En principe. À la Cour constitutionnelle. Et cette garde, ensemble avec lui, poserait des questions à l'environnement pour savoir si réellement le véhicule était à l'endroit que lui, le garde, avait indiqué et qu'est-ce que les gens ont vu. J'ai entendu d'autres donner un point de vue, nous l'avons vu, les chèques sont venus lui saluer et puis finalement, c'est mon grand frère, je suis allé, je lui ai dit bonjour, tout ça. Et quelques temps après, nous avions vu les gens venir. Et pendant ce temps, toi, ton grand frère, on la lève, tu as le téléphone, tu es quelque part et puis tu ne sais pas prendre la photo. Et vous comprenez que, et le monsieur qui donne la version là, et le garde semble être dans une complicité. Moi, je ne comprends pas, je ne sais pas comprendre. Vous constatez qu'on est en train d'enlever quelqu'un. Vous constatez que la personne en question, vous la reconnaissez parce qu'il s'agit d'un député national. Et votre vieux, c'est comme ça qu'ils ont dit. Et on enlève votre vieux, vous observez, le véhicule part avec ces gens et vous ne prenez même pas une image. C'est là où ça ne marche pas très bien. Alors, maintenant, parce que vous parlez des confrères, je peux comprendre que toute réaction d'un journaliste ne pouvait venir probablement qu'après 16h30. Parce qu'à 16h02, lorsqu'on signe le document, le temps de sortir, il peut se retrouver à l'extérieur à 16h05, 7, 8 ou 10.
le temps d'observer, de se rendre compte si son chef est où. Il ne peut pas prendre moins de 5 minutes et réagir directement. C'est comme je dis, il va maintenant s'intéresser à la garde, poser la question à ceux qui étaient à l'extérieur, essayer de faire des investigations à son niveau d'abord. Et d'ailleurs, dans ces conditions, lorsqu'on vous dit votre chef a pris cette direction, le réflexe, c'est d'aller de suivre la même direction. Et c'est simplement après, trop tardivement, lorsque vos efforts échouent, que vous allez vouloir maintenant informer des instances. D'ailleurs, le journaliste vient au dernier degré. C'est après avoir informé, par exemple, les services de sécurité, je le dis, après avoir informé sa famille biologique, d'abord, et après avoir informé sa famille politique, et c'est le journaliste après. Vous ne pouvez pas informer le journaliste à temps. Et au premier, non. Mais en informant le journaliste alerte alors que votre chef n'est pas enlevé. Tu donnes une fausse information. De mon point de vue, toute réaction du journaliste ne proviendrait qu'après 16h30. Avant 16h30, ce seraient les actions, les efforts menés par le garde, d'abord auprès de la garde qui était là, auprès de la famille biologique, auprès de la famille politique de Chéribé Okende. Et lui-même, avant de prendre son téléphone, appeler quiconque, il suivrait la voie qu'on aurait indiquée que le véhicule de votre chef a pris cette direction. Et il allait suivre, et au bout de compte, lorsqu'il échoue, lorsqu'il se rend compte qu'il n'y a plus d'issue, il peut prendre maintenant le temps d'appeler la famille biologique, et très tardivement les journalistes. Alors maintenant, lorsqu'on voit déjà ces tweets être faits à temps, à 14 heures, c'est là que les gens essaient d'interpréter. J'ai suivi Peter Tiani. Il dit il n'a pas tweeté à 14 heures. Il a tweeté à 15 heures. Même à 15 heures, ça ne marche pas, comme je vous le dis. Parce que je considère que c'est à 15h50 que le garde s'est séparé de son chef. Parce qu'il lui-même a dit qu'il n'a fait que 10 minutes. Et le document était signé à 16h02. Vous voyez que les 10 minutes est là. C'est de 15h50 à 16h02. 10 minutes. Alors, avant 15h50, il n'y avait rien. C'est ça ce que ça veut dire. Logiquement. Logiquement, il n'y avait rien. C'est entre 15h50 à 16h02 qu'il y aurait eu quelque chose. Et lui, lorsqu'il y rentre, j'imagine vers 16h05 ou 7, parce qu'on signe à 2, ce n'est pas à 2 que vous allez vous retrouver au parking, il y a quelques minutes de déplacement, il ne trouve pas le véhicule. C'est comme ça que je vous dis, à cet instant-là, le journaliste ne peut pas avoir l'information. Lorsqu'il constate, lui, le garde, qu'il y a eu ceci ou cela contre son chef, la première personne à appeler, sinon à alerter, c'est les services de sécurité sur place. Après les services de sécurité, la deuxième instance, c'est sa famille biologique, sa femme. Après sa femme, sa famille, c'est les autorités politiques. Et c'est simplement après que le journaliste intervient. C'est comme ça que je vous dis, dans ce timing-là, le journaliste, sa version ne peut en toute logique venir qu'après 16h30. Mais est-ce que c'est le défunt lui-même qui aurait signalé à ce journaliste? Il y a beaucoup de flou tellement qu'on doit laisser le temps à la justice de nous dire exactement ce qui s'était passé. Soit c'est le chauffeur, enfin le garde qui ne dit pas la vérité. Quand est-ce qu'il s'est séparé de son chef? Soit c'est le garde qui ne sait pas dire la vérité. Lorsqu'il y rentre, combien de temps il a pris avec son chef et à quel moment on est venu enlever son chef. Parce qu'en toute logique, il est difficile de comprendre que avant 15h50,
Sinon, avant 16h02, avant 16h02, quiconque soit à mesure d'avoir l'information d'enlèvement. Parce que lui-même, à 16h02, il est dans le bureau de la Cour constitutionnelle, le garde. Il n'a pu informer les gens qu'après 16h02. Donc, toute information qui vient avant 16h02, elle est suspecte. Alors, Chéribin Okinde est parti, M. Pascal. Le temps maintenant à la justice. On a demandé l'expertise internationale. Le PGR, qui est le maître des actions publiques, a donné quand même les résultats des premières enquêtes qu'il a fait à son niveau. Connaissant la justice congolaise, que même le président a décrié, connaissant aussi le passé, nous avons connu le cas de Floribert Chebeya, est-ce que vous pouvez donner du crédit à cette justice qu'un jour, on saurait effectivement qui a été à la base du départ de Chéribin Okinde? Vous savez, l'efficacité de la justice dépend également de la détermination des autorités politiques. Et lorsque j'ai vu l'engagement du chef de l'État et sur cette question, à vouloir à tout prix voir la justice faire le travail normalement, je peux faire confiance à la justice. Et aussi, c'est le vœu pratiquement de tout le monde, où on voudrait que les experts internationaux viennent appuyer nos experts ici pour que finalement on sache qu'est-ce qui s'est passé exactement. De ce point de vue, nous ne pouvons que faire confiance. Parce que ne pas faire confiance, alors espérer à quoi? Nous n'avons que la justice. Si on ne sait pas faire confiance à la justice, alors on va faire confiance à quoi? C'est-à-dire qu'il va partir comme ça, sans qu'on sache qu'est-ce qui s'est réellement passé. Nous attendons la version officielle, la version des enquêteurs sur la question. Où est-ce qu'il a été exactement exécuté? Qui l'a exécuté en toute réalité? Le pourquoi, la motivation de cet acte. Et c'est simplement après que nous serons fixés. Parce que nous avions vu le cas Chebeya, parce que vous parlez du cas Chebeya. Mais le procès a été fait. Les gens ont été arrêtés. Même si en toute réalité, il y a une personne que les gens ont estimé qu'elle a été à la base de tout. L'auteur n'a jamais été arrêté. Je vais citer deux d'ailleurs. John Numbi et Joseph Kabila, parce que nous avons suivi dernièrement le procès ici. Et c'est là que les gens sont restés dans leur soif. Mais il y a les Moukala, le colonel et les autres sont arrêtés. Ils sont également auteurs. Et nous voulons, dans le cas d'espèce ici, que les gens soient également arrêtés. Ceux qui seront arrêtés, là, parce qu'ils sont complices, nous donnerons leur version, même si notre justice n'aura pas dit la vérité, par exemple, mais ceux-là, parce qu'ils seront arrêtés, diront la vérité et la population comprendra qu'est-ce qui s'est effectivement passé. Alors voilà pourquoi je dis, nous devons faire confiance à cette justice, nous devons la pousser à nous dire la vérité, et je me sens soulagé parce que lorsque ça part du numéro 1 du pays, très déterminé à trouver ou à voir la vraie version sur la question, je dis ça, c'est une exception que je dois encourager. De ce point de vue, nous l'encourageons, nous l'appuyons pour que les enquêteurs fassent correctement le travail. Alors, monsieur Pascal, on va parler des Jeux de la francophonie. Nous sommes aujourd'hui le 21. Dans quelques jours, parce que le 28, ça commence, pendant 10 jours, ce sera lieu à Kinshasa. Quelle lecture vous faites globalement de cet événement que nous attendons à Kinshasa, monsieur Pascal? Je suivais la fois passée, d'ailleurs nous avons aussi analysé avec vous, lorsque on organisait le procès des kidnappeurs, le général Kassongo, avec les autres autorités politiques, parlait de la psychose avant les élections et bien entendu avant l'organisation de ce jeu de la francophonie. Nous avons vu le phénomène enlèvement. Je ne veux même pas parler du phénomène parce que c'est réel. Les cas d'enlèvement se multipliaient et finalement le cas d'assassinat. Ça a vendu très négativement notre image avant l'organisation de ce jeu de la francophonie. Je pense qu'il faut maintenant soigner l'image. Parce que lorsque les gens viennent nous voir, il ne faudrait pas qu'ils nous voient dans les conditions très désorganisées. Au point que certains pays ont refusé d'envoyer leurs athlètes avec peur de... Bon, ça arrive. Lorsque je vois, en termes de la bonne image que nous devons afficher,
je pense que le travail n'a pas été bien fait. Surtout appuyé par le gouvernorat de la ville. Je veux saluer ici la construction des infrastructures, en toute sincérité. Quand vous allez à l'université de Kinshasa aujourd'hui, c'est une autre image. C'est dans cette université que moi j'ai étudié, j'ai terminé. Vous regardez la qualité de la piscine, la qualité du stade, la qualité d'autres petits stades du jeu, d'autres jeux, la qualité des hommes, la propriété, les routes telles que embellies, c'est joli, ça attire et c'est encourageant. Vous quittez, vous venez ici au stade du 20 mai. Bon, les gens peut-être ne voient pas parce que jusqu'ici il y a la clôture. Mais quand vous regardez ce qui est fait à l'intérieur, franchement, vous dites, on a construit même un supermarché. Wow. C'est extraordinaire, une propriété dégagée comme pas possible. Ça, c'est beau et j'apprécie. Vous allez au stade de Martyrs, vous regardez l'espace de gymnase, et le reste, en tout cas, c'est beau, en toute réalité. Ah oui, ça c'est beau. Là, c'est les aires de jeu, les espaces où ils vont loger et là où ils vont jouer. Mais maintenant, ces visiteurs atterrissent à l'aéroport d'Ndjili. D'Ndjili jusqu'au campus. Regardez dans quelles conditions. D'Ndjili jusqu'en ville. Regardez dans quelles conditions. On n'a pas soigné le boulevard. Très sale donc. Les conditions très très néfastes. Ailleurs, Pierre, quand vous allez, l'effort que l'État fournit de l'aéroport jusqu'au lieu où on va vous loger, c'est de rendre cet environnement propre. Parce que c'est la première image que l'étranger a de votre pays. Et si, en sortant de l'aéroport, il vous trouve dans un état très piteux, très désordonné, il vous déconsidère directement. Même si là où il va loger, il va trouver la propriété. Donc, de l'aéroport jusqu'au campus de l'Unikin, mais c'est très sale. Ils seront logés là-bas. C'est vrai, il y a de petits espaces de jeu là-bas. Mais ils vont venir jouer ici au stade de Tata Raphaël, au stade de Martyrs. Prenez de l'université de Kinshasa jusqu'au stade du 20 mai. Dans quel état? Quand vous regardez la route, d'abord au niveau des bypass, des grands trous comme pas possible. Les gens vendent à côté, mais ça dégage la pauvreté. Et c'est dans ces conditions que ces athlètes-là vont faire de la navette chaque jour. Ils quittent le matin, ils viennent jouer, le soir ils rentrent, ils voient nos conditions de saleté, nos conditions de pauvreté. Vous quittez là, mais entre les deux stades simplement, le stade des Martyrs et le stade du 20 mai, regardez dans quel état, dans quelles conditions. C'est là que les athlètes vont faire les navettes. Mais n'oublions pas qu'ils sont des jeunes garçons, des jeunes filles. Ils vont vouloir visiter la ville. Lorsqu'ils vont vouloir faire des tours, ils ont leur smartphone, ils vont filmer. C'est terrible. Ils vont filmer, ils vont balancer ces conditions-là à la face du monde. Je pense, ou sinon je pensais que d'un côté, le gouvernement central mettait l'accent sur la réhabilitation, sinon la construction, la reconstruction de ces infrastructures. Je pensais que le gouvernement provincial allait appuyer, n'est-ce pas, dans la propreté de certaines artères de la ville pour que ça dégage une bonne image. Mais malheureusement, on a laissé dans ces conditions et à quelques jours maintenant du jeu, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va fournir comme effort pour que ça soit. Est-ce que peut-on parler d'un sabotage, Ngobilaye, Jekoko qui disent à Tshisekedi que ces jeux-là vous concernent vous, ça ne nous regarde pas, parce qu'à principe, c'est eux qui devaient prendre, c'est comme une maman dans une maison, papa ne peut pas tout faire. Quand vous entendez comme ça, c'est qu'ils ne se sont pas retrouvés sur le plan financier. Ah bon? Ah oui. Quand vous entendez, un gouverneur ne peut pas tenir un tel propos. Quand un gouverneur tient un tel propos, à ce qui nous concerne, c'est qu'il ne s'est pas retrouvé. Il voulait qu'on lui donne certaines parts de marché. Comme il n'en a pas eu, voilà pourquoi il semble se désengager de ce jeu. Mais ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Il s'agit ici du chef de l'État. Un gouverneur ne peut pas avoir une telle posture. Si c'est cela, en toute réalité, c'est que c'est très grave. Je pense ici, c'est qu'il a une responsabilité en tant que gouverneur, en tant que premier citoyen de la ville.
ensemble avec d'autres services, de sécuriser d'abord ces athlètes. De faire tout pour que son jeu plutôt réussisse. Mais lui ne peut pas prendre une posture autre contre ou s'opposant à celle du chef de l'État. Ce qui est vrai, ce que nous devons reconnaître, c'est qu'il est en train de faillir. La preuve, c'est que, regardez, il commence le mandat avec Meron Mbungu. Il a eu des problèmes, Meron est parti. Finalement, il aura des problèmes avec le président de l'Assemblée provinciale. Il est parti. Aujourd'hui, il a des problèmes avec Jekoko Mulumba. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Donc les mal toujours, c'est les autres. On ne peut pas toujours avoir raison. Je ne crois pas. Mais à qui la faute, en fait, en toute réalité? La faute, c'est aux députés ici. Cette question, nous allons l'aborder peut-être demain, lorsque nous allons revenir sur la problématique de la corruption. Tout à fait. Sur les élections de gouverneurs et de sénateurs. Et je vais vous démontrer comment il est difficile de combattre la corruption en République démocratique du Congo, à partir du moment où les mêmes qui devraient combattre la corruption sont à la base de la corruption parce que leur élection a été sanctionnée par la corruption. Ils ont corrompu les députés provinciaux pour être élus. Et de ce point de vue-là, ne demandez pas à celui qui sait corrompre de combattre la corruption. Merci beaucoup, M. Pascal. Je crois qu'on va terminer par ici. Quel est le message que vous pouvez lancer à la population quinoise, notamment, qui vont voir ces athlètes arriver à Kinshasa pour ce jeu de la francophonie pendant 10 jours? Nous aimons le jeu, nous aimons la musique. Ça, c'est la caractéristique des Congolais. Sinon, je ne veux pas caricaturer, dire des Quinois. Nous aimons le jeu, nous aimons la musique. Nous aimons le sport, nous aimons la musique. Comme il s'agit du sport, je pense que c'est une occasion d'apprendre plus. Il faut une mobilisation, il faut un bon accueil. S'il y a possibilité d'aller visiter, il faut aller visiter parce que nous devons apprendre des autres pour que dans certaines disciplines, nous ne sommes pas forts. Nous puissions nous améliorer et demain être à mesure de représenter notre pays dans certaines instances internationales. C'est cela l'appel important et nous devons éviter un comportement indécent, n'est-ce pas, qui vendrait mal l'image de notre pays. C'est là où je salue un peu les actions de Matata Mponyo à son temps, lorsqu'il interdisait dans la ville, voir les taxis-bus sur le boulevard du 30 juin. Mais il avait quelque part raison parce que ça ternit l'image du pays. Regardez la qualité de nos véhicules, surtout les taxis-bus. Derrière, il n'y a pas de lumière. Aucune ampoule. Et les véhicules sont comme ça. Et vous dites, mais on a embarqué les animaux ou les humains? Vous regardez à l'intérieur, c'est les humains. Alors, il ne faudrait pas que de telles images, ceux qui viennent de l'extérieur, alors voient, nous vendent une mauvaise image. Et je pense que entre nous, c'est le petit effort que nous allons fournir. Malheureusement, c'est ce que nous sommes. Et comment, ne fût-ce que pendant quelques minutes, changer le comportement pour qu'on ne soit pas toujours mal vu par les autres. Grand pays, grand espace, avec des humains à l'intérieur inconscients. Ça, c'est grave. Ce qui ne serait pas bon. Et je pense que c'est un effort à fournir. Vendons ne fût-ce qu'une bonne image de notre pays pendant ce temps. Merci beaucoup, M. Pascal. Cette émission est terminée. Je vous donne rendez-vous demain, même heure. Si vous nous suivez, je ne sais pas en quelle chaîne, parce que cette émission est rediffusée, je recevrai aussi M. Pascal. Il faut toujours rappeler correction. Ma pensée, la pensée d'Héraclite et d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Lorsqu'on parlait des chérubins ici, il fallait qu'on revienne sur cette pensée-là. Aujourd'hui, il est parti. Vous l'avez assassiné. Vous, demain, vous partirez. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Nous attendons les enquêtes qui nous seront. Merci beaucoup, M. Pascal. Je vous retrouve demain pour une autre émission avec d'autres thématiques. Au revoir.